Elle a dit « Je porte plainte pour violence à moins que tu ne paies ». J'ai répondu « Fais-le ». Ensuite, j'ai remis 6 heures d'images de vidéosurveillance à la police. Son accusation pour dénonciation calomnieuse a été retenue. J'ai 35 ans, je suis assis dans un appartement silencieux qui me semble à la fois entièrement à moi et profondément contaminé. Ces dernières 48 heures ont ressemblé à un accident de voiture au ralenti, le genre où l'on est lucide à chaque seconde de l'impact. C'est un sentiment étrange d'être la cible d'un événement apocalyptique et de s'en sortir avec rien d'autre que les idées claires et un disque dur plein de preuves. Ma petite amie, désormais ex-petite amie, Chloé, 32 ans, et moi étions ensemble depuis 3 ans. Nous vivions dans mon appartement dont j'étais propriétaire bien avant de la rencontrer. En apparence, tout allait bien. On s'amusait, on voyageait, nos amis s'entendaient bien. Mais sous la surface, il y avait toujours un courant de transactionnalisme venant d'elle. De petites choses, sa voiture qui tombe en panne, et la solution qui consiste à ce que je lui en achète une nouvelle, ce que j'ai fait en la mettant à mon nom avec l'accord verbal qu'elle me rembourserait. La façon dont notre argent était toujours mon argent, et son argent issu d'un emploi bien rémunéré dans le marketing était toujours son argent. Je l'avais remarqué intérieurement, mais je l'aimais, alors je lui trouvais des excuses. Le catalyseur de la fin a été ma prime annuelle, une prime importante. Je l'avais mise de côté pour des investissements et la rénovation de la cuisine. Quand je lui ai fait part de mes projets, son visage s'est décomposé. Elle m'a informé qu'elle avait déjà planifié un voyage d'1 mois en Asie du Sud-Est pour nous, une virée shopping et un acompte pour une montre de luxe pour elle-même. Ce n'était pas une discussion, c'était la présentation d'un budget pour ma prime. J'ai fini par taper du poing sur la table, je lui ai dit non. Je lui ai expliqué que nous devions être plus intelligents avec nos finances, que ces dépenses devenaient un problème sérieux et que je n'étais pas un distributeur automatique sur pattes. La conversation, qui se tenait en plein milieu de notre salon, a commencé de manière tendue et a rapidement dégénéré. Elle m'a accusé d'être contrôlant, radin, de la violenter financièrement en ne la laissant pas dépenser mon argent comme bon lui semblait. C'était absurde, une masterclass de manipulation psychologique. Quand elle a vu que je ne céderais pas, toute son attitude a changé. La fausse indignation s'est évaporée, remplacée par quelque chose de froid et de reptilien. « Alors c'est ça? Tu me coupes les vivres ?» Ce n'est pas te couper les vivres. Chloé, c'est moi qui te dis que tu ne peux pas dépenser toute ma prime sur un coup de tête. Nous devons être des partenaires là-dedans. Maintenant, je vois ce que c'est. Tu romps avec moi. Si tu penses qu'une relation dépend du fait que tu aies un accès illimité à mon compte bancaire, alors peut-être qu'on devrait rompre. Elle est restée là un moment, le regard calculateur, puis elle a prononcé la phrase qui a tout changé. « Très bien, tu veux que je parte? Ça va te coûter cher. Je t'ai donné 3 ans de ma vie. J'ai besoin de 50 000 $ pour retomber sur mes pieds. Considère ça comme une indemnité de licenciement. » J'ai vraiment ri, un son bref, sec et incrédule. « Tu es folle. Je ne te paie pas pour rompre avec moi. » Son visage s'est durci pour devenir un masque de pure méchanceté. « Tu le feras ou j'irai à la police et je leur dirai ce que tu m'as fait ce soir. Comment tu t'es mis en colère à propos de l'argent, comment tu m'as jeté contre le mur et comment tu m'as menacé. Un homme avec ton travail, dans cet immeuble, une accusation de violence te ruinerait. Il croit toujours la femme. » Mon sang n'a fait qu'un tour, mais mon esprit est devenu étrangement et parfaitement clair. Le choc était si profond qu'il a consumé toute la colère et la douleur, ne laissant qu'une résolution glaciale. Je l'ai regardée, cette femme que je croyais aimer, et j'ai vu une parfaite inconnue, un prédateur, et je me suis souvenu de mon plus grand atout. Il y a environ 3 mois, il y a eu une série de cambriolages de voitures dans le garage de notre immeuble. Ça m'a suffisamment effrayé pour que j'améliore la sécurité de mon domicile. Je ne me suis pas contenté d'une alarme de porte. J'ai fait installer par des professionnels 4 caméras grand angle haute définition. Elles couvraient l'entrée principale, la cuisine, le salon principal et la porte du balcon. Elles enregistrèrent des vidéos et des sons de haute qualité en boucle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur un disque dur local avec une sauvegarde sur le cloud. J'en avais parlé à Chloé. Elle avait dit que c'était exagéré, puis avait rapidement oublié leur existence. Mais moi, jamais. Chaque seconde de notre conversation, chaque accusation fabriquée de toutes pièces dont elle me menaçait maintenant, avait été enregistrée sous 2 angles différents. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Ma voix était d'un calme surnaturel. « Fais-le. » Elle cligne des yeux, décontenancée. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit « Fais-le. Va à la police. Dépose ta plainte. Ne passe pas par la case départ. Ne touche pas 200 $. Vas-y directement et raconte-leur ton histoire. Je ne te donnerai pas un seul centime. Tu crois que je bluffe? Je le ferai, Alex. Je te ruinerai. C'est ta prérogative. Maintenant, s'il te plaît, fais un sac et quitte chez moi. Elle m'a dévisagé, cherchant une faille dans mon sang-froid. La peur qu'elle s'attendait à voir, elle ne l'a pas trouvée.
Elle était si confiante dans sa menace, si certaine de son pouvoir, que mon refus calme était tout simplement incompréhensible pour elle. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Avec un dernier regard noir, elle s'est précipitée dans la chambre, a rempli une seule valise avec ses affaires les plus chères et a claqué la porte en sortant. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai bougé. Ce n'était pas de la panique, c'était de la procédure. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert le logiciel de sécurité sur mon ordinateur et j'ai isolé les images. J'ai lancé l'exportation pour toute la période concernée, du moment où je suis rentré du travail jusqu'au moment où elle est partie. 6 heures et 14 minutes de vidéo 4K immaculée et d'un son cristallin. Je l'ai sauvegardé sur un nouveau disque dur externe crypté. Puis, je l'ai sauvegardé à nouveau sur un deuxième disque. Ensuite, j'ai appelé un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais le meilleur avocat pénaliste de la ville. Un homme qu'un collègue avait à sa disposition. J'ai expliqué la situation de manière concise. Il a écouté sans m'interrompre. Elle a formulé la menace explicitement et les caméras l'ont enregistrée. Oui, chaque mot. Bien, ne la contactez pas. Ne répondez ni à elle, ni à sa famille, ni à ses amis. Ne faites rien quand la police vous appellera et ils le feront. Vous direz seulement ceci. Je serai heureux de coopérer pleinement, mais je ne ferai pas de déclaration tant que mon avocat ne sera pas présent. Ensuite, vous m'appellerez. Nous allons la laisser tomber dans le piège qu'elle a elle-même tendu. Alors maintenant, j'attends. Le disque dur est posé sur mon bureau comme un monolithe noir détenant la vérité. Elle a voulu jouer au jeu le plus dangereux qu'on puisse imaginer. Elle n'avait aucune idée que je détenais le livre de règles, le tableau des scores et le ralenti de l'action. Ça a pris 4 jours. 4 jours d'un silence angoissant où j'ai commencé à me demander si elle ne s'était pas ravisée. Mais une personne prête à proférer ce genre de menace n'est pas programmée pour l'instinct de survie ou la logique. Elle est programmée pour l'escalade. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Un inspecteur de la police municipale me demandait de me présenter au commissariat pour discuter d'une plainte déposée contre moi par Chloé. Son ton était professionnellement neutre, mais l'implication était lourde. J'ai suivi les instructions de mon avocat à la lettre. Je serai heureux de coopérer pleinement, mais je ne ferai pas de déclaration tant que mon avocat ne sera pas présent. J'ai appelé mon avocat, M. Harrison, et nous avons convenu de les rencontrer le lendemain. Je suis entré dans le commissariat avec M. Harrison, le disque dur crypté dans ma mallette. On nous a conduits dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre. 2 inspecteurs étaient assis de l'autre côté de la table. L'inspecteur principal, un homme nommé Miller, a exposé la situation. Chloé leur avait offert une performance magistrale. Elle a affirmé que notre dispute à propos de l'argent avait tourné à la violence. Elle a prétendu que je l'avais bousculée, qu'elle s'était cogné la tête contre le placoplâtre et que je lui avais hurlé au visage que si jamais elle essayait de me quitter, je m'assurerais qu'elle n'ait plus rien. Elle avait même exhibé une légère ecchymose sur le bras qui, selon elle, provenait du fait que je l'avais empoignée. Elle avait pleuré, elle avait fait semblant d'être terrifiée et elle avait été tout à fait convaincante. Ils avaient pris sa déposition, photographié l'ecchymose et ouvert une enquête criminelle pour violence conjugale. Pendant que Miller parlait « Monsieur », Harrison se contentait d'écouter, prenant parfois des notes. J'ai gardé une expression neutre, les mains posées calmement sur la table devant moi. Je ressentais un sentiment de détachement surréaliste, comme si je regardais un film dont j'étais le personnage principal. « Inspecteur, alors, Monsieur Davis, c'est une allégation grave. Nous aimerions entendre votre version des faits. » Monsieur Harrison a pris la parole en premier. « Avant que mon client ne dise quoi que ce soit, nous avons quelque chose que nous aimerions vous montrer. Inspecteur, voici un disque dur crypté contenant un enregistrement vidéo et audio complet de toute la soirée en question d'environ 17h à 23h, capturé par un système de sécurité domestique installé par des professionnels. » J'ai posé le disque dur sur la table. Les inspecteurs ont échangé un regard. Ce n'était clairement pas un déroulement habituel. « Vous avez tout sur vidéo ? » ?»« Oui. » Chaque instant, du moment où je suis rentré à la maison jusqu'au moment où elle est partie. Ils ont pris le disque et nous ont conduits dans une autre pièce équipée d'un ordinateur. Un technicien l'a branché, j'ai fourni le mot de passe et il a ouvert les fichiers. Je l'ai dirigé vers le flux de la caméra du salon principal, horodaté au début de notre dispute. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons tous les 4 regardé l'événement se dérouler en haute définition immaculée. Nous avons regardé la conversation calme à propos de ma prime. Nous l'avons regardé se transformer en dispute, la voix de Chloé s'élevant de colère tandis que la mienne restait posée. Nous avons regardé ses accusations de violence financière. Puis sont venus les moments critiques. La vidéo m'a clairement montré debout, à un bon mètre 50 d'elle à tout moment, sans jamais faire un seul geste vers elle. Elle m'a montré debout, les bras croisés, alors qu'elle lançait son ultimatum. 50 000 $ ou je porte plainte. Le son était parfait. Chacune de ses menaces, chaque mot de sa tentative d'extorsion a été capturé. La caméra a même filmé l'agression. Elle l'a montré passer en trombe devant moi vers la chambre.
Ce faisant, elle a violemment balancé son propre bras contre le cadre de la porte, pile à l'endroit de l'ecchymose. Elle a à peine ralenti l'allure, c'était un acte délibéré et auto-infligé. La vidéo l'a ensuite montré partir, valise à la main, sans la moindre marque sur elle. Nous avons regardé mon « fais-le serein » et sa réaction choquée. Nous l'avons regardé partir. Tout le récit qu'elle avait inventé, toute la fondation de leur enquête criminelle s'est effondrée en poussière en temps réel sur ce moniteur. Quand la vidéo s'est terminée, il y a eu un long silence dans la pièce. L'inspecteur Miller s'est lentement détourné de l'écran et m'a regardé, puis a regardé Monsieur Harrison. Sa neutralité professionnelle avait disparu, remplacée par un regard d'une fureur sombre. Pas envers moi. Bon sang de bonsoir. Son partenaire a simplement secoué la tête, l'air dégoûté. Elle s'est cogné le bras toute seule sur le cadre de la porte et on l'a sur bande en train d'essayer de l'extorquer. Monsieur Harrison s'est penché en avant. Comme vous pouvez le constater, inspecteur, mon client n'est pas le coupable ici. Il est la victime d'une fausse dénonciation flagrante et malveillante, ainsi que d'un cas évident de tentative d'extorsion. Nous sommes, bien sûr, prêts à coopérer pleinement à toute enquête que vous déciderez d'ouvrir sur le comportement de mademoiselle Albright. Tout le ton de la réunion a changé. Je n'étais plus un suspect. J'étais le témoin principal dans une nouvelle affaire. Ils ont pris une déposition officielle de ma part, documentant tout. Ils ont gardé le disque dur comme preuve. Au moment où nous quittions le commissariat, Miller m'a serré la main et a dit « Je suis désolé que vous ayez eu à traverser cela, monsieur Davies. Nous vous tiendrons au courant. » La campagne de dénigrement a commencé ce soir-là. Chloé, heureusement ignorante de l'existence des images, était clairement passée à l'offensive. Des amis communs ont commencé à m'envoyer des textos. « Mec, je n'arrive pas à croire que tu aies pu lever la main sur elle. Chloé est une épave. Tu dois te faire soigner pour ta colère. » Sa sœur a publié un message vague mais direct sur Facebook à propos des lâches qui blessent les femmes et des sœurs qui les aident à guérir. Je les ai tous retirés de mes amis et bloqués. J'ai désactivé mes comptes sur les réseaux sociaux, qu'ils hurlent dans le vide. La vérité était désormais entre les mains du système judiciaire, avançant avec le poids lent et écrasant d'un glacier. Les rouages de la justice tournent parfois lentement, mais lorsqu'ils sont alimentés par de la haute définition, ils avancent avec une efficacité terrifiante. La semaine qui a suivi ma rencontre avec les inspecteurs a été calme sur le plan judiciaire, mais bruyante partout ailleurs. Les murmures et les accusations de l'entourage de Chloé ont continué, mais j'ai suivi les conseils de mon avocat. Silence absolu. Je me suis concentré sur le travail, je suis allé à la salle de sport et j'ai essayé d'effacer de mon esprit l'impression que mon appartement était une scène de crime. Le premier signe que la situation s'était officiellement inversée est venu via un appel de Monsieur Harrison. Le bureau du procureur avait examiné les preuves. Non seulement ils abandonnaient l'enquête pour violence conjugale contre moi, mais ils allaient aussi de l'avant avec des chefs d'inculpation contre Chloé. Monsieur Harrison. Il l'inculpe de 2 chefs d'accusation, dénonciation calomnieuse, ce qui est un délit majeur, et tentative de vol par extorsion, ce qui est un crime. La vidéo constitue tout leur dossier. C'est en béton armé. Entendre ces mots a été comme un poids physique qui s'enlevait de ma poitrine. L'affaire n'allait pas simplement disparaître. Elle allait lui revenir en plein visage avec toute la force de la loi. La suite, je l'ai apprise par une connaissance commune qui, tout à son honneur, a appelé pour s'excuser après avoir appris ce qui se passait vraiment. Apparemment, 2 inspecteurs s'étaient présentés à l'appartement de l'ami chez qui Chloé logeait. Ils n'étaient pas venus proposer des services d'aide aux victimes. Ils étaient venus l'interroger. D'après l'histoire, Chloé a été complètement prise de court. Elle a probablement supposé qu'ils étaient là pour obtenir plus de détails pour son dossier contre moi. Elle se serait lancée dans une autre performance larmoyante. Les inspecteurs l'ont laissé parler, l'ont laissé creuser son trou encore plus profondément, puis l'ont calmement informé qu'ils avaient vu la vidéo et le son de toute la nuit. L'ami a dit que le visage de Chloé est devenu blanc comme un linge, elle s'est effondrée en pleurs. Un mélange chaotique de dénégation, d'excuses, j'étais sous le coup de l'émotion, je ne le pensais pas, et de tentatives pathétiques de faire marche arrière. Les inspecteurs sont restés impassibles. Ils lui ont lu ses droits et l'ont informé qu'elle était inculpée. Les retombées ont été immédiates. Ces petits soldats, les amis et la famille, qui avaient été si promptes à m'attaquer, sont soudainement devenus silencieux. Les posts moralisateurs de sa sœur sur les réseaux sociaux ont disparu. Le récit avait volé en éclats, puis est venue la phase des coups bas, un effort pathétique de la dernière chance. Le département des ressources humaines de mon bureau a reçu un email anonyme. C'était un gâchis décousu et incohérent affirmant que j'étais une personne instable et agressive, un danger sur le lieu de travail et qu'il devait enquêter sur mes antécédents de violence.
Heureusement, j'avais parlé de manière préventive à mon patron des RH le lendemain de ma visite à la police. Je ne leur ai pas donné tous les détails sordides, mais je les ai informés qu'une ancienne partenaire portait de fausses accusations contre moi dans le cadre d'une rupture difficile, que j'avais fourni des preuves à décharge à la police et que l'affaire était gérée sur le plan juridique. Mon entreprise m'a heureusement soutenu. Ils ont examiné l'email anonyme, l'ont reconnu comme une tentative de harcèlement transparente et l'ont rejeté en ajoutant une copie au dossier que mon avocat était en train de monter. L'acte final de désespoir est venu de la mère de Chloé. Elle m'a appelé en pleurs. « Alex, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu ne peux pas lui faire ça. Tu vas ruiner sa vie. C'est une gentille fille qui a fait une erreur. S'il te plaît, dis au procureur que tu veux abandonner les charges au nom de l'amour que vous avez partagé. » Ma voix était froide, dénuée de la chaleur dont elle se souvenait. Votre fille a tenté de m'extorquer 50 000 $ et a ensuite déposé une fausse plainte criminelle auprès de la police qui aurait pu m'envoyer en prison et détruire ma vie. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. L'affaire est entre les mains de l'État. Je n'ai plus rien à vous dire. J'ai raccroché et bloqué son numéro. L'audace était stupéfiante. Ils se fichèrent de la vérité ou de ce que Chloé avait essayé de me faire. Ils se souciaient seulement du fait qu'elle devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Mon avocat a envoyé une lettre de mise en demeure formelle au nouvel avocat pénaliste de Chloé, exigeant qu'elle et toute sa famille cessent immédiatement tout contact et tout harcèlement. Le message était clair, la récréation était terminée. Chaque geste désespéré qu'il faisait ne faisait qu'ajouter à la montagne de preuves contre elle, brossant le portrait d'une personne manipulatrice et malveillante pour le procureur. Elle avait construit sa propre cage et maintenant la porte était en train de se refermer. Cela fait 7 mois que ma vie a failli être détruite par un mensonge. Le processus judiciaire est un marathon, pas un sprint, mais c'est enfin terminé. Le divorce avec une réalité que je croyais connaître était finalisé. Le dossier de Chloé n'est jamais allé jusqu'au procès. C'était impossible. Les 6 heures d'images de vidéosurveillance étaient irréfutables. Son avocat, un commis d'office qui semblait apparemment épuisé à chaque fois qu'il la rencontrait, savait qu'il n'avait rien pour se défendre. Toute défense qu'ils auraient pu concocter, qu'elle était confuse, qu'elle se sentait menacée, était totalement contredite par ses propres mots et actions sur cette vidéo. L'enregistrement audio de sa menace d'extorsion froide et calculée a été le clou dans le cercueil. Le bureau du procureur a été agressif. Les fausses accusations de cette nature sapent l'ensemble du système et font qu'il est plus difficile pour les vraies victimes d'être crues. Ils voulaient refaire d'elle un exemple. Face à la certitude d'une condamnation lors d'un procès, Chloé a accepté un accord de plaider coupable. Elle a plaidé coupable d'un chef d'accusation de dénonciation calomnieuse et d'un chef d'accusation moindre de tentative de vol à grande échelle, l'équivalent dans cet état de sa tentative d'extorsion. Le crime a été réduit à un délit dans le cadre de l'accord, mais les conséquences ont tout de même bouleversé sa vie. La sentence est tombée le mois dernier. Pas de peine de prison, ce qui était prévisible pour une délinquante primaire. Mais elle a écopé de 3 ans de mise à l'épreuve formelle d'une amende de 5 000 $, plus les frais de justice, de 300 heures de travaux d'intérêt général obligatoires, d'une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal et d'un stage de gestion de la colère dont l'ironie ne m'échappe pas. Un casier judiciaire permanent. Les retombées pour elle ont été un cas d'école sur les conséquences. Le casier judiciaire l'a rendue inemployable dans son domaine du marketing, qui exige des vérifications d'antécédents. Elle a perdu son emploi peu de temps après avoir été inculpée. L'ami chez qui elle logeait l'a mise à la porte, ne voulant pas vivre avec ce drame. Sa sœur a pris ses distances. Aux dernières nouvelles, Chloé a dû retourner vivre chez ses parents dans sa ville natale. Une retraite humiliante pour une femme qui s'enorgueillissait de sa vie citadine sophistiquée. Au dire de tous, elle n'a rien appris. Le récit qu'elle tisse aux quelques-uns qui l'écoutent encore est un récit de victimisation. Comment son ex-petite amie a utilisé un enregistrement secret pour déformer ses propos et ruiner sa vie à cause d'une simple erreur qu'elle a commise sous le coup de l'émotion. Le manque de conscience d'elle-même est stupéfiant. Quant à moi, les 7 derniers mois ont été coûteux, stressants et profondément désillusionnants. Les frais d'avocat ont été considérables, mais valaient chaque centime. Laver mon nom n'avait pas de prix. Cette expérience m'a forcé à regarder en face mes propres zones d'ombre, ma propension à ignorer les signaux d'alarme au nom de l'amour. Mais je vais mieux maintenant. L'appartement est enfin redevenu justement chez moi. J'ai bien rénové la cuisine. J'ai fait un voyage tout seul, et c'était incroyable. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés. Je n'ai pas fait de rencontres, et je n'en ferai pas avant un moment. La confiance que cela exige me semble à des années-lumière. Il n'y a pas eu de vengeance à coups de cris. Aucun moment satisfaisant où je l'ai affronté. La partie la plus satisfaisante a été le processus froid et indifférent de la justice.
Ma vengeance a simplement consisté à permettre à la vérité, dans toute sa clarté en haute définition, d'être vue. J'ai juste ouvert la porte et elle est entrée directement dans une cellule de sa propre fabrication. Elle a essayé de réduire mon monde en cendres pour de l'argent et à la place, elle a juste incinéré son propre avenir. Et la chose la plus accablante de toutes, c'est que tout était filmé. Une trace permanente du moment où elle a choisi de craquer l'allumette. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous écoutez? Делать. Сложно. Сожрал его. Зря он мне дорожку из воды сделал. Ой, зря. Угу. Пизди его. У него дефолтный скин, его надо травить. Будем с вами, ребят, хулиганами, которые смеются над другими людьми. Я хочу самый ржачный скин в Майнкрафте. О, правда? Ну, это искать надо. Ну, видали, как его? Давай. Хорошо. Расслабилась на секунду. Тварина. Я как не достал? Как же тяжело удочку, конечно, контролировать. У тебя с шифта вообще не слезет. Кто? Подожди, вот так. Эх, не дотягиваюсь. А, просто не дотягиваюсь. Да что ж такое? Давай, таксич. Понял. Ни слова больше. Блин, ну не дотягивается удочка. Хай. Хай, с вами Димон. Гай. Кто Гай, я не понял. Кто это сказал? Я? Ладно. Ну. Слышь, пацан, а быть может не пацан. А быть может все-таки пацан. А быть может не пацан. А быть может пацан. А быть может вообще девочка. На. Да, не пизди, нет у тебя стрел. Ебать. Ага, почти получилось.
У тебя там что, яблоки есть? Он же упал, да? Хорошо. Ну, он там в лаву упал, да? Ну да, он живой, он под яблоками. Ебучий зомби. Туда его давай, на парашу. О, хорошо. Ты чего не токсичишь? Нет. Потому что я не токсичный и добрый стример. У нас атмосфера на канале добра.